Alors que la semaine des prix littéraires s'ouvre aujourd'hui avec l'annonce du Goncourt et du Renaudot, rappelons que seulement 12 femmes ont été consacrées depuis sa création, celle du Goncourt en 1903, qu'il a fallu attendre 1944 pour que résonne le nom d'une première lauréate, c'était Elsa Triolet, que la dernière en date c'était Leila Slimani, il y a 3 ans, et que dans la dernière sélection cette année, il n'y avait qu'une femme, la romancière Amélie Nothomb, qui est aussi celle qui se vend le plus parmi les 4 derniers auteurs en sélection, face à Olivier Rollin, Jean-Luc Cotalem et le grand favori Jean-Paul Dubois, qui vient donc de remporter son premier prix Goncourt. Jean-Paul Dubois, écrivain, prix Goncourt 2019 pour son roman « Tous les hommes n'habitent pas le monde de la même façon », 28e roman de l'auteur qui a paru aux éditions de l'Olivier. Notre envoyé très spécial, Oriane Delacroix, est sur place et nous dira dans quelques instants en direct du restaurant de Rouen à Paris les réactions à l'annonce de ce résultat. Au-delà des prix et dans l'actualité des idées aujourd'hui, les femmes, des écrivains pas comme les autres. On en parle avec notre invitée, l'écrivaine éditrice Geneviève Brisac, auteure de Sisyphe est une femme, La marche du cavalier, qui reparaît 15 ans après, revue et augmentée aux éditions de l'Olivier, où elle s'intéresse moins aux propriétés d'une écriture féminine qu'au mécanisme de relégation d'œuvres immenses écrites par des femmes. Bonjour Geneviève Brisac. Bonjour. Et d'abord peut-être avec vous, une première réaction à l'annonce de ce prix Goncourt, Jean-Paul Dubois. Oui, je suis extrêmement contente, évidemment, pour Jean-Paul Dubois. Je pense que le prix couronne une œuvre écrite dans la durée, puisque vous avez dit, je crois que c'est son 28e roman. Alors, les autres aussi, évidemment, le méritaient, avaient également des œuvres très, très, très importantes, et que ce soit Olivier Rollin, Amélie Nothomb ou Jean-Luc Cotalem, les 3 hommes ont à peu près le même âge. Qu'est-ce que je pourrais dire en tant que moi-même? Vous pouvez dire aussi une récompense quand même pour sa maison d'édition, oui. Les éditions de l'Olivier, qui vous oui. publie par ailleurs sur Sisyphe est une femme, maison que vous avez rejoint en 94 pour y publier Petite. Et qu'est-ce qui peut motiver d'ailleurs un écrivain à quitter une institution comme Gallimard, où vous avez publié Les Filles en 87, prix de l'Académie pour une toute jeune maison comme l'Olivier, fondée en 1991. Vous nous le direz dans quelques instants. On part rejoindre Oriane Delacroix, qui est avec nous en direct du restaurant de Rouen à Paris. Oriane Delacroix, bonjour. Bonjour Olivia. Alors ça y est, les 2 lauréats sont connus, Jean-Paul Dubois pour le prix Goncourt et Sylvain Tesson, c'est la surprise pour le Renaudot, une fois encore, petit pied de nez du jury du prix Renaudot, qui est sorti de sa dernière sélection. Exactement, de nouveau le prix Renaudot crée un petit vent de panique dans l'assemblée de journalistes en bas. Voilà, tout le monde s'affole en disant mais quoi, il n'était pas dans la liste, Effectivement, Sylvain Tesson n'était pas dans la dernière liste pour La Panthère des Neiges, et c'est pourtant lui qui a le prix Renaudot cette année. Et sinon, Jean-Paul Dubois vient juste d'arriver, il s'est fait absolument recouvrir par une nuée de photographes. Il vient de monter à l'étage 2 chez Drouan. On imagine pour lui, qui est assez discret, que c'est pas forcément Enfin voilà, c'est peut-être pour lui une nouvelle façon d'habiter le monde à partir de maintenant. Voilà, discret, timide, Jean-Paul Dubois, pour dire qu'il était en 2016 quand même déjà pressenti pour un Goncourt à l'occasion de la parution de son roman La Succession, toujours aux éditions de l'Olivier. Je vous propose, avant de vous retrouver, Oriane Delacroix, de l'écouter. On le recevait à cette occasion-là à la grande table. Il nous parlait de l'inspiration. On ne fabrique que ce que l'on porte. C'est-à-dire que tous les livres que j'ai faits, je les ai eus en moi. Je reviens à cette image, c'est une science toute neuve de l'astrophysique quand on parle de l'âge sombre. L'âge sombre, c'est l'état de notre monde avant le Big Bang, qui existe à l'état gazeux, où tout est là, mais rien n'existe, rien n'est visible. Et les livres, j'ai exactement cette conviction, c'est que notre mémoire a accumulé depuis notre naissance tout un tas d'informations gigantesques et ultra précieuses mais individuelles, et comporte toute une série de livres qu'on écrira ou qu'on n'écrira pas. Mais on a la matière. Et un jour, vous avez cette espèce de lumière qui apparaît, de Big Bang, une agrégation de matière, d'histoire, et quelque chose naît comme ça. Et l'inspiration, ce n'est que la résurgence de tous ces souvenirs qui, à un moment donné, dans leur incohérence, vont tracer une direction qui va donner l'histoire finale.
Voilà, Jean-Paul Dubois, un écrivain, romancier qui vit avec le souvenir, qui vit avec la mémoire, qu'il conjugue toujours au temps présent. Geneviève Brisac. Mais ce qu'il dit sur l'inspiration est extrêmement vrai et ça explique aussi sa fidélité à lui-même et en l'occurrence à ce petit éditeur que sont les éditions de l'Olivier. Et il y a dans cette croyance dans la littérature et dans la fidélité quelque chose en quoi moi je me retrouve tout à fait et qui va avec ce qu'on a entendu dans la voix de Jean-Paul Dubois, c'est-à-dire sa vulnérabilité. Il y a une vulnérabilité, une fragilité, une porosité à la souffrance des autres qui, je crois, explique bien l'amour que peut susciter ce roman. Oui, vous dites vulnérabilité parce que c'est aussi ce qu'évoquait à l'instant Oriane Delacroix. Ce n'est pas un faux timide, Jean-Paul Dubois. C'est vraiment quelqu'un de fragile. Ce n'est pas une posture qui a toujours redoute d'aller au contact des autres, se passe volontiers des grandes rencontres publiques et des rencontres aussi avec les journalistes. Il nous disait d'ailleurs quand il venait, il était venu à la Grande Table en 2016 à l'occasion aussi de l'adaptation de son livre au cinéma par Philippe Liorret, le fils de Jean. Il nous disait « Je vis dans l'inquiétude et je vais mourir dans l'inquiétude. J'écris donc sur ça. » Voilà, c'était plus qu'un état. Oui. Et c'est vrai que je pense que la plupart des écrivains sont des gens, des personnes qui aiment mieux ne pas se retrouver au milieu de la place de la Concorde à 13h, ou de la place Gaillon, qui revient à peu près au même. C'est une chose. Mais en même temps, le désir d'être aimé qui va avec le fait d'écrire des livres, comme il le dit, qu'on porte, est récompensé par ce prix. Et je voudrais parler de ça une seconde. C'est pourquoi est-ce qu'on est tellement intéressé par les prix ? Pourquoi les écrivains veulent tellement avoir des prix ? Alors on pense trivialement, c'est pas absolument idiot, que parce que ça change leur vie, leur place dans le monde, leur notoriété, leur argent, tout simplement. Et moi, je crois pas que c'est ça principalement. Je crois qu'un grand prix, ça veut dire qu'on sera lu différemment. Or, l'enjeu pour tous les écrivains et les écrivaines, c'est d'être lus. Et on y reviendra peut-être un petit peu tout à l'heure sur mon livre. La question, c'est ça. C'est comment faire pour que ce qui se trouve à l'intérieur d'un petit parallélépipède fermé soit lu. En l'occurrence, ce livre-là, il va être lu. Et donc, c'est sa face ensoleillée qui va l'emporter. Être lu par un public de lecteurs français, mais être Goncourt, c'est aussi exploser les frontières et c'est une reconnaissance internationale qui va s'ouvrir à lui et à son œuvre. Un mot d'abord avec vous, Oriane Delacroix, de ce roman, parce que derrière l'auteur, c'est aussi un livre qui est consacré. Tous les hommes n'habitent pas le monde de la même façon, paru à l'Olivier. Oui, alors ce roman, le jury du prix Goncourt pour les 100 ans du Goncourt à Marcel Proust, on entendait beaucoup qui voulait que ce soit un grand prix Goncourt, un roman populaire. C'est pour ça qu'Amélie Nothomb avait effectivement toutes ses chances. Mais Jean-Paul Dubois rentre aussi d'une certaine manière dans cette catégorie, puisque même si les chiffres sont beaucoup moins énormes que pour Amélie Nothomb, son roman « Tous les hommes n'habitent pas tout le monde n'habite pas le monde de la même façon » est déjà numéro 2 des ventes. Enfin, c'est un roman qui a un grand souffle romanesque qui peut effectivement lui aussi être un roman populaire. Et deuxième place des ventes, vous le disiez, mais très très loin derrière Amélie Nothomb, qui reste la plus grosse vendeuse de tous les auteurs qui étaient en sélection, même sur la première liste du Goncourt aujourd'hui. Petite déception quand même, on l'imagine, pour elle et pour son éditeur Albin Michel, avec ce roman qui était un très bon cru d'Amélie Nothomb, qui revient chaque année à chaque rentrée. L'an dernier avec Les Prénoms épicènes, cette année avec Soif, où elle se glisse dans la peau d'un Jésus crucifié, Oriane Delacroix. Oui, bien sûr, c'est vrai. Tout le monde avait souligné le retour d'Amélie Nothomb à ses grands livres, les grands livres des années 90, après non pas un passage à vide, mais des romans plus en demi-teinte. Là, c'est vrai qu'avec Soif, elle avait signé vraiment un grand roman qui pouvait totalement obtenir ce prix, qui s'interrogeait sur la question de l'incarnation, sur une vraie réflexion sur ce que signifie avoir un corps, et en fait une méditation sur la condition humaine. Alors on invite les auditeurs à tout de suite se pencher sur le style doux et mélancolique, sur la fantaisie noire et très particulière de l'auteur d'Une vie française, prix Femina en 2004, et aujourd'hui de Tous les hommes n'habitent pas le monde de la même façon, prix Goncourt, Jean-Paul Dubois, on vient de l'apprendre donc.
Aujourd'hui, un mot du prix Renaudot, l'inattendu prix Renaudot, c'est Sylvain Tesson pour La Panthère des Neiges, le roman qu'il a publié chez Gallimard, roman au deuxième livre en tout cas de l'année, après un premier récit, réflexion autour de Notre-Dame de Paris après l'incendie. On recevait Sylvain Tesson le 25 octobre dernier, il y a peu, une dizaine de jours autour de la grande table où il nous racontait à la fois cette aventure qu'il a partagée avec le photographe Vincent Munier et cette nouvelle observation qu'il avait pratiquée à l'occasion de ce voyage, l'affût. Il s'était placé donc en position d'observation et dans ce livre très, très bien écrit, comme Sylvain Tesson nous y a habitués, Geneviève Brisac, on le retrouvait vraiment, cette réflexion autour de la relation entre l'homme et l'animal. Voilà, un prix Renaudot surprise pour Sylvain Tesson à réécouter dans la grande table du 25 octobre dernier. On va poursuivre quand même avec vous cette réflexion parce qu'Amélie Nothomb ne l'a pas eu, le Goncourt, et ça aurait permis quand même de faire remonter aussi un peu les statistiques. Comment expliquer le faible nombre de femmes Goncourt, faible nombre de femmes primées tout simplement, c'est 10% de femmes consacrées par le Goncourt depuis ses débuts, 9% pour l'Interallié, le Renaudot à peine 13%. Geneviève Brisac, comment expliquez-vous cela? C'est pas très très difficile à expliquer, mais peut-être ce qu'on aimerait, c'est vivre, j'espère avoir à vivre une époque, enfin je n'ai pas beaucoup d'espoir d'ailleurs, où on n'aura plus à se demander combien il y a eu de femmes et combien il y a eu d'hommes lauréats des prix littéraires, par exemple. C'est-à-dire que là, ce qui s'est passé ces derniers jours, c'est que la question le fait qu'il y avait une femme, un livre écrit par une femme dans la dernière sélection, polarisait complètement cette question du masculin et féminin. Et même si Amélie Nothomb l'avait eu, on aurait faiblement remonté la statistique. Donc il faudrait que les Goncourt donnent tous les ans leur prix Goncourt à une femme pendant, une vingtaine d'années pour équilibrer, ce qui me paraît une très très bonne idée d'ailleurs. Et donc je pense que c'est ça qu'il faut demander. Alors vous êtes pour la discrimination positive peut-être? Je ne suis pas du tout pour la... Non, parce que je n'ai pas fini ma phrase. En fait, ma phrase c'était « j'aimerais qu'on n'ait plus à se poser la question ». Mais on doit se la poser encore parce que les statistiques sont là. Et on peut quand même avancer avec vous quelques arguments pour l'expliquer. C'est aussi ce que vous tentez de comprendre ou d'analyser dans votre Sisyphe est une femme. Pourquoi les génies littéraires au féminin sont si méconnus ou oubliés. Sur la question des prix, est-ce qu'on peut aussi dire des jurys majoritairement masculins, des éditeurs majoritairement masculins, que tout le processus de sélection se fait assez naturellement et qu'en fait, au-delà même des écrivains, des prix, ça en dit assez long aussi sur la place des femmes dans les institutions littéraires françaises? Vous aurez remarqué d'ailleurs que ma place de femme m'a amené très naturellement à faire l'éloge de mon camarade Jean-Paul sans le moindre état d'âme et avec le plus grand élan de cœur. Et je ne suis pas certaine que n'importe quel camarade masculin à ma place aurait eu exactement le même élan. Donc ça, c'est un procès d'intention, mais c'est un petit peu vrai. C'est-à-dire que les femmes écrivaines, depuis toujours, soutiennent leurs camarades masculins par tradition, par culture, etc. L'inverse n'est tout à fait faux. Les garçons ne soutiennent pas leurs camarades femmes parce que, d'abord, ils ne les lisent pas, ou quand ils les lisent, ils ne les lisent pas de la même façon. Je suis partie dans mon livre d'une remarque de Nabokov. Donc, Sisyphe est une femme, c'est-à-dire que les femmes doivent inlassablement remonter la pente de leur discrimination, de leur délégitimation. Nabokov, il n'y a pas si longtemps, disait la chose suivante au cours d'un épisode qui serait trop long à raconter ici, on n'a pas beaucoup de temps. Il disait « Je ne lis pas les femmes écrivains », il ne disait pas les écrivaines, elles sont une autre catégorie, tout simplement. Et je pense qu'énormément de jurés pensent tout à fait la même chose que Nabokov. Et pourquoi elles sont une autre catégorie? Parce qu'elles ne font pas sentir dans ma moelle épinière, disait-il, dans ma colonne vertébrale, le même frisson que je ressens à lire le grand livre, l'immense livre d'un camarade masculin comme Flaubert, nanana. Alors nous-mêmes, les femmes écrivaines, nous intériorisons cette infériorité. D'abord parce que quand nous étions petites, nous n'avons lu que des hommes écrivains. Et nous les avons adorés parce que nous n'avons pas de mal à nous identifier aux hommes. Nous le faisons depuis toujours. En revanche, les garçons, qui deviennent des hommes et des écrivains, ont le plus grand mal à opérer cette mutation. Alors les jeunes, les très jeunes, commencent à le faire, mais on a encore beaucoup de chemin. Et cette autre catégorie, telle qu'évoquée par Nabokov, valait aussi catégorie secondaire, secondarisation des écrivaines femmes. A priori, comme vous le soulignez, les écrivains sont tous égaux pourtant devant l'inspiration, la syntaxe, la beauté, l'angoisse
ou l'écriture, hein. Et pourtant, juste un mot d'un dernier prix qui vous a consacré, vous, Geneviève Brisac, c'est le prix Femina. Vous avez été lauréate du prix en 96 pour Week-end de chasse à la mer. C'est un prix qui avait justement été créé par des femmes journalistes, un an après le Goncourt, qui était déjà jugé misogyne, parce qu'il avait privilégié un écrivain sur la femme qui était donnée favorite, Myriam Hari, et c'est Léon Frappier qui avait obtenu le premier Goncourt. Aujourd'hui, en fait, c'est intéressant. On voit avec Jean-Paul Dubois qui lui-même a été le lauréat d'un prix féminin. Même un prix comme celui-ci, avec environ 30% de lauréates, ne parvient pas à imposer une légitimation littéraire aux femmes écrivaines. C'est certain. Beaucoup les jurés féminins donnent souvent leur prix à des hommes parce elles sont moins sexistes que les jurés masculins, comme je le disais tout à l'heure. Par ailleurs, ce livre, Week-end de chasse à la mer, a eu le prix Femina. Il n'avait aucune chance d'avoir un autre prix parce que le simple mot de mer et Week-end de chasse à la mer en particulier rebute énormément de lecteurs. Moi, je l'ai vu des centaines de fois dans des salons du livre dont je me souviens. C'est un mer, M-E-R-E. Oui, M-E-R-E. La mer, je voyais se baigne. Que des femmes qui viennent en général acheter mes livres, et puis de temps en temps un homme qui arrive, les genoux un peu en dedans, et qui dit non mais c'est pas pour moi. Évidemment, c'est pour ma mère, ma sœur, ma grand-mère, ma tante, ma cousine. Ça va de soi. Les hommes ne peuvent pas lire des livres écrits par une femme. Ça, c'est menaçant pour eux, c'est dangereux. Les femmes sont dangereuses, les écrivaines sont encore plus dangereuses. Et je crois que ça, c'est une des questions que je pose à travers les femmes que je visite dans ce livre, Mes aînées, dont je dis qu'elles m'aident à y voir plus clair dans comment faire pour pouvoir écrire les grands livres dont nous sommes porteuses, se sentir écrasées par un monde un peu hostile. Dans ce livre, vous défendez du coup des émotions de pensée, cette littérature qui ne sert à rien que cela. Qui sont vos génies littéraires à vous, au féminin, Geneviève Brisac? Alors la première, c'est Virginia Woolf. Je me suis souvent référée à elle parce que c'est un génie, c'est une immense penseuse. Elle a parlé de tout, de la guerre, de l'amour, de l'amitié, des livres. Elle est absolument géniale et on la lit trop peu parce qu'on a peur d'elle. La deuxième dont je parlerai, c'est Flannery O'Connor, qui était une femme qui vivait au sud des États-Unis, comme Faulkner. Faulkner a eu tous les prix, toutes les récompenses. Et la postérité. Et la postérité. Et pas elle. Et Flannery O'Connor, pas du tout, alors que c'est un génie qui parle du racisme et de la modernité mieux que personne. Et puis je parlerai d'une femme je parlerai de Doris Lessing, bien sûr, qui nous a tellement aidés par son énergie, son intelligence aussi, sa passion. Et enfin, je parlerai d'une femme que j'ai découvert plus récemment, qui s'appelle Viviane Gornick, qui est une New-Yorkaise. Elle a écrit un livre qui s'appelle La femme à part. Ce sont des dialogues dans les rues de New York avec un ami homosexuel. Et c'est des phrases sur l'amitié qui sont absolument extraordinaires. Et je voudrais vous en lire une, si je la retrouve, mais je ne vais sans doute pas la retrouver d'ailleurs. Voilà. C'est son copain, son camarade qui s'appelle Léonard. Et il parle des lecteurs et des lectrices. Et lui, il dit « Je n'aime pas l'énergie masculine. Elle est trop directe, trop brutale. Ce n'est pas très intéressant. La gestuelle, les mouvements, le répertoire, ils sont trop limités. Ils sont sans nuance, sans modulation. Ce n'est pas du tout attirant. Parfois même, c'est suffocant. » Alors Viviane sourit, et nous aussi. J'ai l'habitude d'avoir ce genre de conversation avec mes amis, dit-elle, avec les doutes d'usage. Mais si Léonard le dit... On retrouve ça vous donne des forces. Ouais. Et on retrouve aussi quelques grandes figures dans Sisyphe est une femme, La marche du cavalier, figure de la littérature française dont vous parliez déjà dans cette première édition il y a 15 ans, qui vous revisite actuellement, et notamment Marguerite Duras, l'énoncé si franc de nos douleurs communes, voilà ce qui était à vos yeux sa première qualité de livre en livre. Duras, écrivez-vous, s'est approché du cœur du monstre, le mystère humain. Marguerite Duras, l'année de son Goncourt, 1984, pour L'Amant. Les critiques qui vous avaient boudé d'ailleurs un peu depuis quelques années, et puis tout d'un coup, alors ils vous retrouvent et ils vous couvrent de fleurs. Hein, ça vous a fait plaisir? C'est un peu gênant aussi. C'est un peu bon gênant. Vous savez, pendant 10 ans, ça a duré 10 ans le silence autour de moi. Et là, évidemment, c'est un peu dur. Je ne peux pas ouvrir un journal. C'est un peu... Il y a un réflexe de pudeur, quoi, de fuite qui se produit. C'est toujours un temps très difficile que le temps de la parution d'un livre. C'est un peu... Trop c'est trop, peut-être là, non? Mais c'est l'habitude de la critique qui fait qu'un livre est toujours pris un peu comme une certaine culpabilité. Vous êtes d'accord?
C'est certainement vrai pour les auteurs. Mais, et puis alors, il y a une rumeur qui court Paris. Certains membres de l'Académie Goncourt auraient dit « Mais pourquoi lui donnerait-on pas le prix Goncourt ?» Alors j'ai regardé un petit peu dans les statistiques. En 1950, quand vous avez fait paraître ce chef-d'œuvre, pour moi c'est un chef-d'œuvre qui s'appelle Un barrage contre le Pacifique, vous l'avez raté de peu. Alors l'Académie Goncourt c'est complètement misé à côté. Enfin ce ne sont pas les mêmes, hein, c'était d'autres. C'était en 50, donc il n'y en avait aucun de ceux d'aujourd'hui. Parce qu'ils ont couronné les Jeux sauvages de Paul Colin. Et le barrage contre le Pacifique, ils l'ont laissé tomber. Alors, il doit y avoir du regret. Il ne voulait pas. Il ne voulait pas. Il ne voulait pas le donner au barrage. Parce que j'étais de gauche, j'étais communiste à ce moment-là. Enfin, j'étais membre du PC. Voilà, on parlait du processus de sélection pour les Grands Prix. Il n'y a pas que le talent littéraire qui, visiblement, et on le sait, influe sur le choix du lauréat et de la récompense. Sur ces mots, c'est intéressant de Marguerite Duras, parce que ce que vous racontez bien, et on a peine à l'imaginer aujourd'hui, elle a eu sa traversée du désert. Elle a eu tout un moment, Marguerite Duras, où elle n'existait pas. Mais c'est même très pas peu. Ça, ouais. C'est même pas ça, Olivia. Elle était haïe, méprisée, ridiculisée. Moi, je me souviens de phrases horribles sur elle. On lui donnait des surnoms affreux. Elle était vraiment piétinée et il fallait du courage à l'époque. C'est ça qui est intéressant pour dire, moi, j'adore les livres de Marguerite Duras. On était complètement folle. Non, moi, j'adore les livres de Marguerite Duras. Et il faut bien savoir, c'est une chose que dit Margaret Atwood, que pour les femmes, il y a des hauts et il y a des bas. Et pour les femmes artistes, il y a des hauts et il y a des bas. Pour les femmes en général, les droits acquis sont toujours remis en question. Mais je ne me place pas aujourd'hui sur ce plan qui est le plan politique ou le plan social, bien que ça soit profondément inquiétant et toujours menaçant. Et c'est pour ça que la littérature des femmes aussi est précieuse et importante. Mais sur le plan littéraire, il faut bien savoir que les femmes sont attirantes pour les jurés masculins, disons, assez tôt. Donc ça, disons, entre 25 et 40 ans, c'est assez bien. Après, il y a une très grande traversée du désert qui dure 20 à 30 ans. Il y a une bonne période pour les femmes. Doris Lessing le remarquait, Alice Munro le remarquait, beaucoup d'autres, Joyce Carlos l'a souvent dit aussi, vers 85 ans. Donc je conseille à toutes mes consoeurs de prendre soin de leur santé, de faire beaucoup de marche, de manger des vitamines et d'attendre tranquillement en écrivant l'âge de 85 ans, qui est le très bon âge pour les femmes écrivains. Et en attendant, vous continuerez à plaider, Geneviève Brisac, pour l'égalité de traitement entre écrivains et écrivaines. Ça y est, vous assumez le mot aujourd'hui d'écrivaine. Oui, bien sûr. Vous racontez que vous avez aussi longtemps hésité. Quelle stratégie mise en place, officielle ou officieuse par les écrivaines pour s'imposer? On en parle avec vous, Geneviève Brisac, jusqu'à 13h30. Auteur de Sisyphe est une femme, La marche du cavalier aux éditions de l'Olivier. Et puis on reparle aussi de l'annonce du prix Goncourt et du prix Renaudot que l'on vient de découvrir il y a une vingtaine de minutes avec Oriane Delacroix qui est en direct au restaurant Drouan à Paris avec nous et qui va nous raconter un peu les réactions, ce qui se joue en ce moment sur place. Deux hommes, voilà, une fois de plus cette année. Jean-Paul Dubois, Tous les hommes n'habitent pas le monde de la même façon aux éditions de l'Olivier et le nouveau prix Goncourt. Il succède ainsi à Nicolas Mathieu. Et le prix Renaudot, c'est Sylvain Tesson pour La Panthère des Neiges, paru chez Gallimard, qui succède au Sillon, paru au Tripode de Valérie Manteau. France Culture, il est 13h20. France Culture, la grande table, Olivia Gesbert. Cette mise à l'écart, Geneviève Brisac, les écrivains du siècle dernier à aujourd'hui, les écrivaines plutôt, s'en sont-elles accommodées ou ont-elles véritablement mis en place des stratégies, des tactiques pour essayer de se faire identifier, s'imposer dans ce monde d'hommes? Alors il y a plusieurs stratégies possibles. Alors, il y a d'abord la stratégie de Grace Paley, qui n'est d'ailleurs pas bien réussi puisqu'on l'a complètement oublié. Grace Paley disait, de toute façon, ce que j'écris, c'est sûrement très ennuyeux. Moi-même, je suis pétrie et habitée par tous les grands écrivains masculins. Mais enfin, j'écris ce qui m'amuse, ce qui m'intéresse, ce que je pense et comment je vois le monde. Et elle a assumé une littérature humaine et du quotidien avec cette formule géniale qu'elle a inventée, une littérature de bac à sable. Exactement. Ouais. Et moi, j'adore Grace Paley pour sa liberté, son engagement politique. Elle disait, chaque poète doit être une femme. Enfin, elle était vraiment une femme libre, très drôle.
et qui a inventé une forme d'écriture assez particulière où la fiction et le réel se mêlent de manière intrinsèque. Ce que reprend d'ailleurs assez Viviane Gornick, ce qu'on retrouve tout à fait chez elle. Parfois, on a l'impression qu'elle invente alors qu'elle est en train de raconter quelque chose qui s'est passé hier, et parfois, on a l'impression qu'elle raconte alors qu'en fait, elle invente. Et ça, j'adore ça. C'est vraiment quelque chose qui me passionne. Alors ça, c'est une stratégie que je ne recommande pas, car elle ne mène absolument à rien, mais peut-être que ça n'a pas beaucoup d'importance non plus. Il y a une deuxième stratégie qui est celle d'Alice Munro, par exemple. Écrire, tel le livre La Tortue, elle écrit ce qu'elle a raconté, donc le Nord Canada, et puis elle décrit les jeunes femmes, les femmes adultes, les femmes et les enfants, les abandons, les ruptures, les fiançailles, un essayage de robe dans un grand magasin, un essayage de tailleur d'ailleurs, absolument vert, absolument incroyable. J'ai jamais lu dans aucun livre une aussi belle description d'essayage de tailleur vert. Et ça, c'est la méthode « je suis discrète, je suis sûre de moi, je publie mes nouvelles dans le New Yorker, et puis un beau jour, j'ai le prix Nobel ». Ça, c'est une assez bonne... La méthode non formalisée déjà par une Virginia Woolf avec Mrs. Dalloway qui allait acheter ses fleurs chez le fleuriste. Très bon exemple, Olivia Gesbert. C'est-à-dire que personne ne lit Alice Munro, même si elle a eu le prix, pas très peu de gens la lisent, et je recommande vivement de la lire. Et j'espère que quand on aura lu Sisyphe et une femme, on se jettera sur les livres d'Alice Munro, parce que c'est vraiment une écrivaine d'une puissance incroyable. Almodovar ne s'y est pas trompé, qui a adapté Fugitive. Par ailleurs, elle n'est pas lue parce que pour la plupart des lecteurs, ces histoires de fermes, de femmes, d'enfants, d'abandon, oh là là, vous n'avez pas quelque chose de plus entraînant, de plus guerrier, de plus viril. C'est comme ça que beaucoup d'hommes passent à côté d'Alice Munro, et je l'ai souvent vérifié. Même s'ils croient, même s'ils disent qu'ils l'ont lu, en fait, ils ne l'ont pas lu. Nobel de littérature. Néanmoins. Il y a d'autres stratégies, la plus classique étant de prendre des pseudos masculins, ça date un peu, mais on pense bien sûr... Pour le prix Nobel, je ne connais pas d'exemple que ça ait marché. De prendre un pseudonyme masculin. Non, je pas dit pour avoir des prix Nobel. Ou le prix Goncourt. Non, des stratégies des femmes pour s'imposer. Mais ça a été le cas avec George Sand, comme ça a été le cas avec une George Eliot. Au sujet de George Sand, Michel Perrault disait qu'elle voulait d'abord être un écrivain, pas des auteurs. Et Mona Ozouf disait à propos de George Eliot, toutes les deux, et à propos de George Eliot et de George Sand, toutes les deux s'égayaient dans la pseudonymie. Autre stratégie que vous mettez en avant, oser être soi-même. Ça, c'est Woolf qui le disait. On va partir juste rejoindre Oriane Delacroix avant de vous retrouver, qui est en direct du restaurant Drouin à Paris avec Jean-Paul Dubois. Bonjour Jean-Paul Dubois. C'est la seule stratégie. Félicitations. C'est très gentil, merci. Comment vous recevez ce prix Goncourt aujourd'hui ? Assis. Je le reçois, je sais pas, c'est un truc, c'est extrêmement gentil, bienveillant, c'est doux, voilà, les gens ont l'air absolument charmants. J'essaie de tenir mon rang, mais c'est pas facile parce que j'ai pas l'habitude de vivre dans cet univers-là, c'est tout. Mais j'imagine que je suis pas le premier à ressentir ce genre de banalité. Et vous êtes prêt à vivre cette année de Miss France, Miss Goncourt ? Non, je fais pas Miss France ni Miss Goncourt. Non, je vais revenir vivre dans ma maison, avec ma famille, avec mes chiens, dans un univers que j'aime, entouré de gens bienveillants. Et voilà, et mon travail sera fini ce soir ou demain. Après, si vous voulez m'offrir un uniforme de Miss, on peut essayer ça, mais je pense que vous serez déçus, que vous ne ferez pas le plein avec. En tout cas, ça vous va très bien. Merci beaucoup. Je vous en prie, merci à vous. Merci beaucoup, Oriane Delacroix. Cette première réaction de Jean-Paul Dubois sur l'antenne de France Culture. Rappelons aussi que Jean-Paul Dubois est dans la sélection du prix du roman des étudiants France Culture, pour lequel il n'aura pas à revêtir la robe de Miss France, mais qu'on espère quand même retrouver dans les rencontres organisées avec les étudiants qui l'auront lu et qui auront beaucoup de questions à lui poser sur ses secrets de fabrique, sa manière d'écrire, les thèmes qui le travaillent, à partir de ceux que l'on retrouvera dans Tous les hommes n'habitent pas le monde de la même façon, son 28e roman, donc Jean-Paul Dubois, aux éditions de l'Olivier, prix Goncourt 2019. Oriane Delacroix est toujours en train de glaner quelques réactions au restaurant Drouin à Paris. Oriane, comment est l'ambiance ? Écoutez, c'est, confiné. Non, il y a vraiment énormément de monde ici. Tout le monde a l'air très heureux de ce choix
de prix Goncourt et Jean-Paul Dubois aussi. Voilà. Bon, il va être bientôt l'heure de passer à table pour le jury et pour les lauréats et candidats jusqu'ici. Bernard Pivot a très faim, il commençait à taper sur la table en disant « on a faim, on a faim ». Donc je pense que ça va sonner la fin de notre présence ici. Merci beaucoup à vous, Oriane Delacroix. Bernard Pivot, qu'on entendait tout à l'heure interroger Marguerite Duras. Le revenir quand même avec vous et terminer sur l'importance aussi de ces stratégies mises en place. La première d'entre elles, on l'évoquait, être tout simplement soi-même. Geneviève Brisac, ça vaut pour les femmes comme pour les hommes. On entendait à l'instant Jean-Paul Dubois nous donner son secret à lui, sa recette, être lui-même, se replier sur son territoire, son monde à lui, sa pièce à lui. Comme aurait dit une autre écrivaine. Est-ce que je peux, pour clore cette émission mémorable, vous donner une phrase de Simone de Beauvoir à laquelle j'ai beaucoup pensé en me préparant à venir ici dans ce suspense qui était grand. C'est une phrase qui dit la chose suivante: la question des femmes serait moins oiseuse si l'arrogance masculine n'en avait fait une querelle. L'arrogance des femmes, non. L'arrogance des hommes, oui. La question des femmes serait moins oiseuse si l'arrogance des hommes n'en avait fait une querelle. On peut le répéter souvent parce que ça reste le principal problème. Et ça reste aussi aujourd'hui aux femmes de faire ce travail de Sisyphe pour les remettre à l'honneur, pour les mettre tout simplement à l'honneur. Ce que vous faites dans ce livre, Sisyphe est une femme, la marche du cavalier, un travail de Pénélope aussi pour tisser des liens entre toutes. Vous faites référence à plusieurs mythes aussi, dont celui de Médée et de Cassandre, cette prophétesse de malheur qui prédisait l'avenir et n'était entendue de personne, qui serait aujourd'hui, à vos yeux, la mère de toutes les écrivaines. Un dernier mot ? Un dernier mot qui concerne la façon dont nous devrions lutter tous et toutes, à tout moment, contre le sexisme qui imprègne nos paroles. On a évoqué les robes des Miss France pour le tour du monde des librairies qu'un prix Goncourt doit faire. Je ne sais pas si c'est l'image que j'aurais choisie. Ce n'est pas mon image préférée. Bon, c'est pour faire le tour de France. On n'a pas pu parler des Mister France parce que ça n'existe pas. Eh bien voilà. Jusqu'ici. Merci à vous beaucoup, Geneviève Brisac. Sisyphe est une femme vient de reparaître aux éditions de Lily. Un énorme merci à Oriane Delacroix qui était avec nous en direct du restaurant Drouan à Paris pour l'annonce du prix Goncourt et Renaudot 2019. Jean-Paul Dubois et Sylvain Tesson. Un grand merci à toute l'équipe de la Grande Table, c'est-à-dire aussi Maya Neskovic et Jean-Christophe Brianchon, Laura Dutèche-Pérez et Sophie-Catherine Gallet, avec Henri Leblanc, Sophie Marty et François Bréhus. À la réalisation aujourd'hui, c'était Gilles Blanchard avec Clément Daté en studio à Paris et Georges Thau en direct du restaurant Drouan. Bon début de semaine à tous sur France Culture.